Bonsoir cher Luc. Bonsoir Wendy. Et votre invité ce soir est Xavier Fontanet, le président d'Essilor. Oui, bonsoir Xavier Fontanet. Bonsoir. Alors si vous êtes venu nous voir à Europe 1, c'est pas cette fois pour nous parler des résultats d'Essilor, le leader mondial du verre ophtalmologique que vous avez dirigé près de 20 ans, que vous présidez toujours. Tout va bien de ce côté-là. C'est parce que vous avez cru bon de coucher sur le papier votre expérience de patron, plutôt les leçons que vous en tirez. Le livre s'appelle « Et si on faisait confiance aux entrepreneurs ?» Il paraît aux belles lettres. Il est en librairie depuis quelques jours. Alors le titre en soi est un programme. Est-ce que vous trouvez qu'on ne fait pas assez confiance aux entrepreneurs en France ? Je crois que les entrepreneurs sont surtout dans le faire, donc ils n'ont peut-être pas assez communiqué. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'ai eu un petit peu de temps, puisque j'ai passé les commandes opérationnelles à Hubert Sagnières, j'ai eu plus de temps, j'ai fait des exposés en fait, des conférences. Il y a 3 personnes qui sont venues me voir en disant: écoutez, M. Fontanet, écrivez ce que vous dites pour que plus de personnes puissent en participer. Donc je crois qu'effectivement, je crois qu'il faut que les gens prennent un peu plus le micro pour dire notre vécu, parce qu'on ne se sent pas toujours, on se sent pas toujours dans ce qu'on surtout en voit. période de crise. Oui, mais oui, c'est ça, on a vécu. Alors c'est le mot de crise, si vous voulez. Il y a effectivement un passage difficile pour l'Occident, mais d'un autre côté, vous avez tout l'Orient et le Brésil qui explosent littéralement, ce qui fait que nos affaires continuent à se développer parce que il se passe un phénomène extraordinaire on va passer d'1 milliard à 3 milliards de personnes dans le marché, dans l'économie de marché, ce qui fait que globalement l'économie mondiale va peut-être croître dans les 15 ans qui viennent plus vite qu'elle n'a jamais cru. Donc le mot de crise est un mot qu'on entend en Occident, mais il faut faire attention parce que qui n'est pas forcément pertinent partout. Il peut faire des grosses erreurs. Hein. Ouais. Oui. Le mot confiance, qui est dans votre titre, revient comme un leitmotiv dans votre livre. Vous dites qu'il n'y a pas de commerce sans confiance, il n'y a pas d'échange, pas d'économie, pas de croissance sans confiance. Bien sûr. Je crois que l'économie de marché, si vous voulez, démarre de l'acte de vente. Et l'acte de vente, c'est une confiance entre le vendeur qui fait confiance à son client qui va le payer et le client qui va donner une partie de ses économies pour acheter un produit ou un service. Et donc, la base de l'économie, c'est pas la recherche du profit. C'est jamais comme ça qu'on a marché. En fait, ça part de la confiance qui est un échange. Ça part de l'échange. Et c'est vrai aussi dans les relations entre employeurs et salariés. Évidemment. Et là, on a du chemin à faire, on le sent bien. Il y a un triptyque dans votre livre, c'est vérité, transparence, justice. Ça, c'est les consignes que vous donnez aux managers et que vous vous êtes sans doute appliquées. C'est pas des consignes parce que c'est la culture de la maison, si vous voulez. On a toujours travaillé comme ça. Je crois qu'il faut partir de l'idée que l'être humain est génial, en fait, et que plus on lui donne d'informations, plus on lui explique ce qui se passe, mieux il se comporte. Et c'est une affaire de dignité, d'ailleurs. Je sais que moi-même, je n'admets jamais de discuter avec quelqu'un qui ne dit pas tout. Et donc, je me mets à la place de la personne qui m'écoute. Et on a toujours chez nous eu l'idée de bien mettre les interlocuteurs au courant. Mais ça va pour les employés comme pour les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Hein. Et du coup, les décisions passent mieux ? Oui, parce que je crois que quand vous les expliquez... Alors, elles passent mieux parce qu'il faut partir de l'idée que les gens sont intelligents. Quand on l'explique bien, les gens savent ce qu'il faut faire. Et quand ils ont bien compris, en fait, ils se mettent tout de suite en marche. Dès que les gens ont confiance, vous déclenchez des réflexes très profonds dans les personnalités. Alors, on peut vous rétorquer qu'Essilor est un cas particulier. Il y a une partie du groupe qui vient du mouvement coopératif. Il en a gardé les valeurs. Est-ce que c'est vraiment transposable partout ? Mais vous savez, c'est beaucoup plus. Chaque entreprise a son origine, si vous voulez. Et ce qui m'a poussé à prendre la plume et puis à venir chez vous aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a beaucoup plus de cas qui marchent bien parce que l'ensemble des médias tend, et à la limite, ça intéresse les clients à s'accrocher plutôt à ce qui va mal. Comme on ne voit que ce qui va mal, on croit que finalement c'est la norme. Alors que toute la majorité silencieuse des gens qui vont bien n'ont jamais le micro. Donc c'est aussi un petit peu me faire le porte-parole. C'est pour ça. Alors je ne sais pas du tout se mettre en avant, c'est pas du tout mon genre, mais je me dis au fond, il y a des tas de gens qui n'ont pas accès à tous les médias et au fond, peut-être que ça peut aider à dire que tout ne va pas si mal et qu'il y a beaucoup de cas où ça va bien. D'autres phrases fortes de votre livre, vous dites à un moment, c'est le client qui ferme les usines, ça il faut s'en souvenir quand on fait ses courses, ou encore le client n'est pas acquis et les avantages donc ne le sont pas non plus. Oui, on ne peut pas parler d'avantages acquis quand les clients ne sont pas acquis. On est très très content de pouvoir avoir la liberté d'acheter le produit qu'on veut. Et la conséquence, donc si on prend en tant qu'acheteur la liberté de changer de fournisseur, il faut qu'on comprenne que l'entreprise qui produit a besoin de la même flexibilité. Et donc, en fait, toutes les idées de culpabiliser l'entreprise, c'est une impasse. Il faut au contraire rendre le consommateur beaucoup plus responsable. Parce que c'est lui qui dirige, en fait. Alors vous dites un peu en complément de ça qu'en France, les mots ont perdu leur sens. La justice, elle est forcément redistributive. Voilà. C'est l'État et non plus l'Église qui se charge de la providence. On est en pleine confusion de ce point de vue. Absolument. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi les belles lettres. Parce que j'ai une fascination pour le langage. Et je me suis rendu compte... J'ai
j'ai petit à petit découvert ça au fur et à mesure que j'ai passé du temps dans l'entreprise et que j'ai pris des postes de responsabilité, c'est que la plupart des problèmes qu'ont les gens, c'est un problème de langage. Les gens ont besoin d'un dictionnaire. Je viens de Chine, je viens de passer une semaine en Chine. Confucius, qui était le conseiller de l'empereur, le pays était complètement détruit, et Confucius a dit, vous savez, vous avez besoin d'un dictionnaire. Parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et moi, mon expérience, c'est que dès qu'il y a un débat, il faut revenir aux mots. Donc je pense qu'il faut redévelopper le français, qui est une langue extrêmement précise. Il faut développer aussi la philosophie, parce que c'est pour ça que je me suis dit, au fond, les belles lettres, c'est pas forcément une édition qui est très habituée à l'économie. C'est pas grave, parce que je vise au fond le français et la philo. Voilà. La France est en plein conflit sur les retraites. Que dirait Confucius, Xavier Fontanet, aux Français pour qu'éventuellement ce conflit se calme, s'apaise? Si vous voulez, j'étais en Chine depuis 10 jours, et donc j'ai vu le conflit vu de la Chine. Et alors moi, la première chose qui me frappe, c'est le problème de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un Parlement et un Sénat qui sont démocratiquement élus. Donc la règle du jeu, c'est que on obéit, et que s'ils prennent des lois, on suit les lois. Après, si on n'est pas d'accord, on attend l'élection suivante. Mais l'idée que sous prétexte d'opinion ou de sondage, on ne sait pas trop ce que c'est, mettre ça, moi je trouve ça pas bien. Et puis surtout, ce qui m'a choqué, c'est mettre les enfants. Mettre les enfants dans la rue, si vous voulez, c'est incompréhensible, parce que les enfants doivent être à l'école à travailler. Et justement, tout ça, c'est pour les alléger de la dette. Donc je trouve quelque part que c'est pas bien d'avoir mis les enfants. Puis alors, enfin, la France, si vous voulez, là-dedans, souffre de tout ça, si vous voulez. Mettez-vous à la place d'un investisseur, un gros patron américain ou japonais qui veut mettre une usine en Europe, quand il voit ça. Alors quand on va défiler, ça coûte des jobs. Donc non seulement le coût de la grève est journellement énorme, mais le plus grave, c'est l'image. Voilà ce que je pense. Voilà. Vous racontez aussi comment dans un colloque un jour, vous avez été déstabilisé quand un contradicteur vous a demandé si vous vous sentiez moral dans votre pratique de chef d'entreprise. Alors vous êtes un patron chrétien, vous vous en cachez pas d'ailleurs. Je vous repose la question, est-ce que le capitalisme c'est moral ou pas? Alors je crois justement que vous me tendez une bonne perche, parce que je crois que la question elle-même n'a pas de sens, si vous voulez, parce que le moral, il faut distinguer, si vous voulez, l'état de l'économie, le droit et la morale. Alors l'économie se juge sur des faits. Par exemple, le capitalisme est très efficace mais crée l'inégalité, c'est un fait. Bon. Après, vous avez le droit. Donc le droit, c'est les règles que les pays se sont mis, la loi, et la politique au fond. Et ça, c'est pour fonctionner, une société a besoin de loi. Et un acte, il est légal ou pas légal. Bon. Après, la morale, c'est autre chose. La morale, c'est des règles qu'on se donne à soi qui, en général, vont plus loin que la loi. Je peux par exemple changer de fournisseur en 2 minutes, mais je mets la personne en difficulté. Est-ce que je ne vais pas, du fait qu'elle est en difficulté, me donner la contrainte de lui donner le temps de se recourir? Vous voyez, c'est la morale. Et donc, en fait, c'est nous qui devons avoir un comportement. Donc, on ne peut pas dire que le capitalisme est moral, pas plus que le communisme. Mais justement, ces petits jeux, c'est des gens qui ont voulu le détruire, ou qui veulent détruire l'économie de marché, ou le capitalisme, en disant qu'il est immoral, comme si eux étaient moraux. Et vous vous sentez moral? J'essaye de l'être, j'essaye de faire ce que je peux tous les jours pour me comporter de façon correcte. Je prétends pas y être, mais il est clair que nous cherchons à avoir des comportements qui vont au-dessus de la loi. C'est la recherche, et des exigences, et c'est toute la recherche d'une notion sociétale d'ailleurs. Et en fait, il faut toujours chercher à aller au-delà de la loi, s'imposer à plus. D'ailleurs, souvent la loi suit la morale. Si vous voulez. La morale précède. Et par contre, dire que le capitalisme... Alors, ça, le dire, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a quelque part... le cerveau est tordu, si vous voulez. Donc, si je peux me permettre de remettre très modestement, parce que je ne suis pas un philosophe, je suis un opérationnel. Et si vous voulez, c'est assez intéressant, parce que pour bien gérer les entreprises, on a besoin quand même d'une structure intellectuelle. Si vous voulez, plus l'entreprise grandit, on n'est plus dans le management, on inspire les gens. Si vous voulez. Donc, on a besoin de réfléchir à tous ces sujets assez fondamentaux. Donc, voilà ce que j'ai voulu mettre un peu dans le livre. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Fontanet.